présentation de toutsurlehockey.com. Blocked by Pullman as they battle in the corner. Caulfield picks him up in front, scores! Series winner, Tyler Toffoli! And the Canadiens are the kings of the North! Olé, 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 olé. Olé, olé. Olé, 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 olé. Elle faisait pas fort, mes Max, enfants, ils tu dorment. chantes pas. Ben, moi, je suis pas un fan du Canadien, les gars, mais par contre, je dois avouer que je suis vraiment très content. Puis, tu sais, j'étais mort en dedans en tant que fan du Canadien. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais un fan du Canadien. Puis, on dirait que la petite partie morte en dedans est comme en train de revenir à la vie, puis c'est beau, genre. J'ai quasiment le goût de... Mais en même temps, je me dis, ouais, ça serait malhonnête de dire, ouais, non, j'ai toujours été un fan du Canadien. Non, tu sais, je vais pas arriver et dire que je suis un fan du Canadien. Je pourrais pas dire ça, ce serait malhonnête, mais pour vrai, très honnêtement, je suis vraiment content. Puis c'est tellement beau à voir. Là, Ben, Caulfield. J'en parle, j'ai le gros sourire. Ben, tout. Pas juste Caulfield, tout. Tu sais, je dis Caulfield parce que c'est tout l'effet d'entraînement, son enthousiasme, puis tout, puis ça fonctionne avec lui, la passe d'hier à Toffoli pour le but gagnant. Tu sais, il y a des lacunes, là, mais on voit pas mal plus. En fait, c'est un meilleur joueur que Wisconsin. C'est vraiment un meilleur joueur cette année qu'il était quand il jouait au Wisconsin. Puis pourtant, au Wisconsin, il était vraiment bon. Et il est encore meilleur là, dans le National de hockey, je trouve. Pico mondial junior, même si les gars, c'était le plus vieux joueur du mondial junior. Hey, ton clou croche, ça fait longtemps qu'il est renfoncé. Tu peux arrêter de cogner ce clou-là. En tout cas, c'est le fun à voir. Mais c'est vrai, pareil, tu sais, moi non plus, je me considère pas comme un fan du Canadien, mais je suis un fan de hockey, puis présentement, ce qu'on vit, c'est hot. Tu sais, moi, personnellement, je me rappelle pas avoir vécu un hockey aussi excitant au Québec. Tu sais, en 93, j'avais 1 an, là, fait que je pouvais pas... puis Max, probablement que t'étais même pas dans les plans, là, fait que... Hey. Fait que, tu sais, on vit de quoi de cool, puis c'est les partisans le méritent, les Québécois le méritent, puis tout fan de hockey. Tu sais, présentement, ça serait malhonnête là, de commencer à dire « Ouais, mais le Canadien, tu sais, on le sait bien », puis commencer à chialer. Ça servirait absolument à rien. Exact. Le Canadien mérite leur victoire présentement. C'est ça qui est plaisant. Souvent, ce que j'aime pas de ce club-là, c'est qu'on se sauve un peu... de façon chanceuse avec la victoire. C'est des victoires qui sont des victoires à l'affiche, mais pas des victoires travaillées. Mais présentement, c'est nullement le cas. Chaque victoire est méritée, puis c'est vraiment positif. Puis tu sais, contre les Leafs, ok, je chantais peut-être un petit peu ce genre de victoire chanceuse à un certain point, dans le sens où on perdait, puis là, Price s'est mis à voler des matchs comme il sait le faire. Puis là, oui, l'attaque a fourni des buts, puis oui, l'attaque a été clutch, tout le monde a été clutch. Mais je pense que vraiment, contre les Jets, c'est là que je me suis dit, OK, là, c'est pas de la loc, là. Cette équipe-là contre les Jets, qui aurait pu prédire, nommez-moi une personne saine d'esprit qui aurait pu prédire un balayage du Canadien en 4 contre les Jets. Tu sais, tu fais ça, puis après, tu peux même pas t'en vanter, parce que si t'as fait ça, t'es un fou. Fait que c'est incroyable, puis c'est tellement mérité. Beau à souvent, voir, le monde dit ça parce que pour troller, là, c'est pas une vraie prédiction. Souvent, ils vont dire que moi, il y en a 4 juste pour rire, me faire un troll. Mais il y a personne qui a dit, non, le Canadien en 4 parce que Non. Ça, il y a, le prédire, c'est vraiment difficile parce que t'as Connor et le Buck, l'autre bord, un Canadien qui a de la misère à scorer.
une défensive au bord puis une offensive un peu éclopée, mais t'as quand même Connor, là, Wheeler, t'avais des bons joueurs pareils, mais... C'est drôle parce que j'ai dit toute l'année que je pensais que c'était l'année des Leafs. Puis là, quand c'était un petit peu plus dur, quand j'ai vu que les Jets ont sorti en 4 les Oilers, puis les Jets, c'est une équipe que j'aime beaucoup aussi. Là, j'ai écrit un texte. Est-ce que cette année, c'est l'année des Jets? Fait que là, pas l'année des Leafs, puis pas l'année des Jets. Mais pour vrai, tu regardes les Jets, puis c'est tellement une belle équipe bien bâtie, puis c'est une équipe qui est pas mal dans le moule, qui cadre pas mal dans ce qu'on pourrait dire d'une équipe de série. Puis là, premièrement, je pense qu'on peut pas passer sous le silence ce qui a vraiment donné le ton à la série, ce qui a complètement sorti les Jets de leur game, ce qui a été un geste innocent, un geste ridicule de Scheifele. La série s'est perdue là pour les Jets, puis elle s'est gagnée là pour le CH. Oui, après, je veux dire, le CH a bien travaillé, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que les Jets se sont sortis de la série eux-mêmes à ce moment-là. Scheifele a sorti son équipe des séries à ce moment-là. C'est tellement dommage parce que cette série-là aurait dû être beaucoup plus existante. Là, je suis bien content pour Montréal, je suis super content. Mais cette série-là aurait dû se finir en 6 ou en 7, puis cette série-là aurait dû nous donner un vrai bon show. Puis tant qu'à moi, tout ce qu'on a eu, c'est un show du lendemain, de tout le monde parler de la suspension, puis on en a parlé pendant 48 heures, 72 heures, puis là, on en parle encore aujourd'hui. C'est plate que cette série-là, ce qu'on ait le plus parlé, ce soit ce geste d'innocent-là, quand on aurait dû avoir une superbe série de hockey. Ben, c'est pour ça qu'on fait un podcast aujourd'hui. Ça sera pas nécessairement pour parler du geste de Scheifele, mais bien de ce qu'on a apprécié de cette série-là. Puis pour vrai, moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est vraiment, encore une fois, l'échec avant du Canadien, mais à quel point on est en contrôle et en confiance avec la rondelle. On croirait revoir le Canadien du début de la saison en peut-être un peu moins offensif, mais avec un jeu tellement tight. C'est incroyable comment le système de Ducharme, en un claquement de doigts, on dirait qu'il s'est solidifié. On dirait là, que enfin là, la colle a fini par pogner. Là, puis on l'a vraiment, vraiment vu dans la série contre les J'ai Jets. lu le texte aujourd'hui qui est sorti sur Athletic de Marc-Antoine Godin, en tout cas MAG, qui a fait un peu le parcours de Ducharme cette saison, du Canadien en général, mais surtout de Ducharme. Le fait d'implanter son système, ça a pris du temps, puis il n'y avait pas gros d'entraînement. Fait que tout le monde a vraiment eu de la misère. Gallagher en avait parlé aussi dans une entrevue après-match. Mais dans le texte, c'est tellement bien écrit avec des citations de joueurs puis d'entraîneurs. C'est qu'ils ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le moment là avant les séries qui ont eu la pause de 7 ou 8 jours, je pense que c'était 8 jours, ça l'a tout changé pour eux autres, pour l'implantation du plan de match. Puis après ça, contre les Leafs, ça a été difficile, mais au 5e match, avant le 5e match, les vétérans ont rencontré les jeunes. Ils ont parlé de leur expérience. Weber a parlé qu'il n'a jamais fait la 3e ronde. Après ça, Perry a montré aux jeunes comment être un joueur de série pérennial. En fond, à tous les années, il faisait les séries à Anaheim. Ensuite, Toffoli 2014, Stahl 2006, mais après ça, il a été 10 ans sans participer aux séries. Fait que tu sais, c'est tout ça qui ont été dit aux jeunes. Puis à partir de ce moment-là, la 5e game contre Toronto, le Canadien n'a jamais reperdu. T'sais. Fait que le texte, sérieusement, pour ceux qui sont abonnés à The Athletic, là, est vraiment bon à lire, puis explique vraiment bien toutes les doutes. Ça met comme un doigt sur le bobo de ce qu'on se posait pendant la saison. On dit, il n'y a rien qui marche, du charme, ça marche pas, c'est un peu de la merde ce qu'il fait. Les vétérans sont aux poches, on dirait qu'ils sont tout le temps fatigués, mais ça vient confirmer un peu tout ce qu'on se posait comme question. Puis des interrogations, mais il y avait une raison à tout ça, tu sais. Fait que vraiment content d'avoir lu ça, puis ça a comme un peu changé ma vision de la saison, parce que j'étais vraiment négatif en fin de saison. Il y a aucune chance que Toronto se fasse battre par Canadien, toutes ces affaires-là. Mais en fin de compte, tu sais, oui, Price a été vraiment, vraiment bon, mais les Canadiens, ils les ont battus. La défensive lente du Canadien est venue à bout des Maple Leafs par le physique, puis par le jeu serré. Puis c'est Ducharme qui a implanté ça, puis bravo à lui, sérieusement. Puis c'est fou pareil que, tu sais, live, on est en train d'en parler à quel point tout est positif puis tout est beau. On est passé à un but, là,
de pas être ici d'en parler ou d'être en train de faire un bilan de fin de saison du Canadien puis de dire qu'il faut tout démolir. Fait que tu sais, oui, c'est une super belle histoire ce qui se passe en ce moment. Oui, il y a des belles choses qui se passent puis on va pas tasser ça. Mais d'un autre côté, j'ai envie de jouer un peu l'avocat du diable puis de me dire ouais, mais quand même, ça a passé à un but de se faire sortir en première ronde de façon, sans dire de façon gênante, mais de façon assez convaincante par Toronto. Et tant mieux, c'est pas arrivé. Là, on profite solide de ce qui est en train d'arriver, puis on fait bien d'en profiter. Parce que justement, est-ce que ce genre de momentum-là que l'équipe a pris, est-ce que c'est quelque chose qui va nous garantir du succès dans les 2-3 prochaines saisons? C'est une bonne question. Mais comme je dis, regarde, là, on en profite. L'expérience, c'est super pour les jeunes. Je suis un gars qui a un peu la mentalité de ça sert à rien de se rendre en demi-finale ou en finale si on gagne pas la coupe. Là. Mais je comprends que c'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Puis je comprends aussi que pour les jeunes, en ce moment, c'est excellent. Puis de voir Caulfield, comment ne pas triper sur ce jeune-là. Puis lui, ce qu'il est en train d'apprendre, ce qu'il est en train de vivre comme expérience, c'est vraiment cool pour le reste de sa carrière, c'est clair. Là, dès la saison prochaine, il va avoir appris de ça. Mais tout ça pour dire que restons quand même un peu sur nos gardes dans le sens où à quel moment on va la revoir, l'équipe qui a beaucoup de difficultés. Est-ce que ça va être dès le prochain match? J'espère que non. Mais est-ce que ça peut arriver? Malheureusement. Avec une défensive aussi lente, puis vieille, puis grosse en saison, c'est sûr, t'es plus sujet à avoir des périodes creuses parce que c'est long une saison. C'est sûr, c'est plus long, puis les vétérans sont moins dedans. Fait que, c'est sûr que l'année prochaine, il va y avoir des bouts négatifs s'il n'y a aucun ajout. S'il y a un défenseur gaucher qui est capable de monter à puck, ça va aider. Là. Mais c'est sûr que l'année prochaine, je pense pas qu'on va finir 4e dans la ligue. Là. Je pense que ça va être encore, on va se battre pour le 8e rang. Mais si on profite de l'instant que Caulfield, Suzuki, ils vont être là pour des années et des années ensemble dans le premier trio du Canadien. Hey, Suzuki, il est tellement bon. Suzuki est tellement bon. C'est tellement un bon futur centre. C'est tellement le meilleur futur premier centre du Canadien dont on pourrait rêver. Je fais des petites blagues. Mais pour vrai, Suzuki va être tellement bon. Puis on le voit en ce moment. Là, c'est sûr que cette année qu'il remettait beaucoup en question. Puis tout, là, honnêtement, j'ai jamais vraiment compris ça. Là, cette remise en question-là envers Suzuki. Mais là, je pense qu'il est en train de fermer la trappe à bien du monde. Puis surtout avec le duo avec Caulfield qui est wow, là. Ça, c'est le fun à voir. Puis ça, c'est excitant pour n'importe quel fan de hockey. Si t'es pas capable d'apprécier ce duo-là, même si t'es pas un fan du Canadien, t'es un peu mort en dedans. C'est excitant comme duo. Ce qui est le fun, c'est qu'enfin, on a un trio pour aller chercher un but. Puis on a un avantage numérique aussi avec plusieurs options. Pas besoin de Weber, Stitch, qui est pas capable de tirer à rapport dans le logo du gardien. Là. T'as Caulfield, t'as Toffoli, t'as Perry, t'as Suzuki, puis c'est Petrie, l'autre. Ou bien Coustasson en ce moment. Là. Fait que t'as 3 gros marqueurs de but. T'as une option en avant du net pour les déviations, les rebonds, puis tout. Fait que pour une défensive, pour un désavantage numérique, t'as pas mal plus d'options qu'avant. Suzuki, il peut soit faire une passe savante, soit te la foot top net comme il fait souvent. Fait que, c'est très encourageant pour la suite. Puis le noyau de jeunes en ce moment est en train de se développer. Puis ça augure bien quand même. Surtout ces deux-là. Là. On peut-tu se permettre de dire que Nick Suzuki et Cole Caulfield, c'est le one-two punch du Canadien pour les 10-15 prochaines années, mettons? Moi, je suis pas mal là-dedans. Là. Tu sais, en ce moment, c'est dur de voir de qui d'autre on pourrait dire ça. Là, je veux dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va repêcher un gars fin de première ronde qui va devenir un gros joueur? On ne sait pas non plus, là, mais c'est sûr qu'en ce moment, la logique, c'est ça. Le texte que j'ai fait l'année passée sur le futur de la franchise, c'est lui, mais c'était sur Suzuki. Puis ça fait juste se confirmer à chaque fois qu'il met la pied sur la glace. Ça a été plus difficile cette année, mais il était quand même utile à l'équipe. Il y avait quand même de la production meilleure que l'année passée. Donc, je comprenais la critique dans le sens que le monde, il voyait qu'il se donnait pas tout le temps sur la glace, mais c'est le premier centre de l'équipe. Il joue contre les meilleurs trios adverses souvent, contre les meilleurs trios défensifs adverses, les plus physiques et tout. Fait que c'était pas tout le temps facile. Il a beaucoup changé d'ailier. Il y a changement de coach, changement de mentalité d'équipe. Fait que c'est sûr que ça a été plus difficile pour un joueur qui joue autant puis qui est aussi jeune.
mais il y a quand même une très bonne saison. Je vois pas qui pourrait qu'on pourrait considérer comme un premier centre à part lui. Oui, t'as Keke, t'as Dano qui sont très bons, mais il y a personne qui a le potentiel de Suzuki en ce moment. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs partisans qui ont été durs avec lui cette année parce qu'il y a quand même eu des petites passes moins bonnes, mettons, mais tu sais, comme n'importe quel joueur, en fait, là, que ce soit un jeune ou que ce soit un vétéran, il y a toujours des périodes creuses dans une saison. Puis Suzuki, il n'a pas évité ça, mais dans ces périodes creuses, on l'a dit souvent dans le podcast, puis on l'a dit dans nos textes aussi, et même dans ces périodes creuses, il était capable quand même de produire puis d'être efficace sa patinoire. Puis ça, c'était vraiment, vraiment un gros point positif dans le cas de Suzuki. Mais tu sais, encore là, c'était un peu malhonnête de cracher sur le potentiel du jeune parce qu'il y avait une mauvaise passe. Oui, il y avait une mauvaise passe, c'est correct de le dire. Comme n'importe quel autre joueur non plus du Canadien. C'est correct de dire que les gars jouent mal à un certain moment dans l'année. Mais tu sais, là, c'était rendu que Suzuki, c'était peut-être pas le premier centre qu'on pensait. Puis c'est tout le temps une question de projection. C'est souvent ça le problème aussi. Puis je pense que la saison 2021 en général, puis on va être pas mal tous d'accord là-dessus parce qu'on a quand même un esprit critique envers le Canadien. Puis malheureusement, ça a des côtés négatifs parfois parce qu'on pense qu'on est des haters, parce qu'on dit qu'un joueur est moins bon. Mais c'est une bonne leçon 2021 pour ceux qui essaient de toujours suranalyser puis de dire « Ah, mais Suzuki, finalement, c'est pas le potentiel qu'on estimait après 4 matchs d'évaluation. » Mais c'est parce que le Canadien, là, ça a été ça toute l'année. Le Canadien, on les regardait jouer puis on se disait « Jamais ça va être une équipe de série. Jamais ça va être si... ils seront pas prêts, ils vont se faire déclasser, puis finalement, ils nous ferment la gueule pas après. J'étais coupable de ça aussi. Là. Moi aussi, j'étais un fan du Canadien, puis j'étais critique au fond, puis en fin de compte, je me fais ramasser. C'est correct. Puis tu sais, c'est un peu un mea culpa que je fais de ma part, parce que j'étais là-dedans aussi, tu sais. On en parlait souvent en privé, les gars. Bergevin, c'était terminé là, à 3-1 dans la série contre Toronto. Bergevin, c'était Pascal. Oui, je l'ai dit. C'est ça, t'étais à un clic de le congédier. C'était pas mal ça. J'avais dit plusieurs fois dans le podcast aussi que même s'il se rendait en deuxième ronde, c'était fini pour lui. Mais là, je retire ce que j'ai dit. Ça n'a pas rapport. Mais c'est comme on dit à Toronto, on venait de finir un podcast, puis j'avais préparé mon texte qui s'appelait Marc Bergevin au suivant, puis qui pas détruisait, mais disait qu'on avait fait le tour un peu, puis que j'y souhaitais Chicago, dans le fond, à la place de maudit Stan Bowman. Puis j'étais à un clic, j'étais en prolongation, le Canadien scoré, parfait, je vais attendre au prochain match. Le Canadien est encore scoré en prolongation, bon, ben, je vais attendre un peu. Puis là, ben, il vient de gagner en 4 contre Jets. Bon, ben, je vais le mettre dans la corbeille. C'est correct, ça me dérange pas en tout. Puis tu sais, on s'excuse, puis on fait nos mea culpa, mais tu sais, pourquoi on a à s'excuser? Je veux dire, nos analyses étaient bonnes. Le Canadien avait pas l'air d'une équipe qui pouvait faire quelque chose en série, là. Fait que tu sais, de s'excuser, ça me fait rire. Puis tu sais, du monde qui disait hey, on les voit plus, ceux qui disaient ça pendant l'année. Ben, je suis désolé, si toi, pendant l'année, t'as pas vu que le Canadien avait de la misère, c'est peut-être toi qui devrais s'excuser de pas trop connaître le hockey. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, on est difficile envers le Canadien des fois, ça fait partie de la game. Je veux dire, moi j'ai pas de problème à être difficile envers n'importe quelle équipe de la LNH, là. Je peux ramasser égal n'importe quel joueur, n'importe quelle équipe. Je vais le faire si ce que je vois, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, je vais faire... Je veux dire, je suis pas un hater, là. C'est juste que, veux pas, tu sais, des fois, ça a l'air de revenir souvent contre le Canadien. C'est parce que c'est de ça que les gens veulent entendre parler, puis les gens parlent du Canadien. Fait que si je réponds à quelque chose, ça va être par rapport au Canadien souvent, parce que c'est ce dont les gens parlent. Mais tu sais, avec la saison, c'était un fait. Le Canadien avait pas l'air d'une équipe qui pouvait faire quelque chose en série. Fait que là, on va arrêter de retomber d'en face à ceux qui disaient que le Canadien allait pas battre les Maple Leafs, puis après ça, que le Canadien allait pas battre les Jets. Je veux dire, la logique, c'est une question de logique. La logique voulait ça. On n'est pas des haters parce qu'on pensait. Moi, j'avais dit Jets en 6. Je suis pas un hater parce que je pensais que le Canadien allait perdre contre l'excellente équipe des Jets. Comme j'ai dit, je suis bien content que le Canadien ait gagné.
Mais là, faut arrêter de retomber dans la face du monde puis dire vous connaissez pas le hockey. Voyons donc, c'est toi qui connais pas le hockey si tu pensais que le Canadien allait battre les Jets en 4. Là. Ouais, c'est parce que le gros problème souvent, c'est que on prend des analyses qui datent de 2 mois, puis on les applique à aujourd'hui, puis là on fait hein? On cherche un peu. Mais tu sais, en tout cas, moi, pour ma part, des fois, j'aime un peu provoquer avec certains tweets, fait que c'est de bonne guerre aussi, là, mais c'est que des fois, ça dépasse un peu la limite. Mais tu sais, c'est comme, mettons, le cas de Carey Price. Tu sais, sont où les haters de Carey Price? Ben, c'est qui peut dire que Carey Price a été bon cette saison? Là? Pas vraiment. Je veux dire, il n'a pas été très, très bon. Moi, personnellement, j'ai mon opinion là-dessus. Là, je pense vraiment que, honnêtement, avoir allé Carey Price en série présentement, j'ai donc bien l'impression qu'en saison régulière, ce gars-là fait juste pratiquer des choses. Ouais. Puis on en avait parlé dans le podcast avec Joe Deschênes, qui analysait son début de saison. C'était lui qui avait soulevé ça, qu'il avait l'impression qu'il essayait des choses. Il y avait des déplacements qu'il faisait d'une certaine façon, puis après ça, le même type de déplacement, il y avait de quoi de différent un peu. On dirait qu'il est en période test en saison, puis là, il arrive en série, puis là, c'est le Carey Price combatif qui essaie pas d'être parfait techniquement, mais qui se sac devant la puck, puis il l'arrête. Fait que, mais tu sais, c'est ça, cette saison, je veux dire, il n'y a personne qui pouvait dire que Carey Price était bon, là. Mais ça, c'est l'affaire, c'est Carey Price n'a pas eu une bonne saison régulière. Mais là, c'est de commencer à dire que c'est un boss, puis que c'est un pas bon, puis qu'on le paye pour rien. Tu sais, là, ça tombe dans l'exagération. Là, tu sais. Puis tu sais, en ce moment, contre Toronto, j'ai vraiment vu la différence entre une équipe qui est bâtie pour un défenseur, un goaler de 10 millions, puis une équipe qui est bâtie avec 3 gars de 10 millions en offensive. Le gars qui est payé 10 millions pour arrêter les pucks, s'il arrête les pucks à la hauteur de son salaire, il va être capable d'arrêter n'importe quel gars de 10 millions à l'offensive de l'autre bord. T'sais, on a vraiment eu le contraste des deux. On a une grosse défensive qui est serrée, qui arrête des pucks, qui est physique, avec un goaler qui est incroyable, contre une offensive qui était bonne en saison, mais inexpérimentée, souvent choqueux, on va se le dire, là. Il choke quand même souvent, mais quand même très, très boomer bust, un peu comme offensive. Là. Je pense que Florent va aimer ma phrase. Un peu boomer bust, l'offensive de Toronto. Puis ben, en fin de compte, ce qui a marché, ça a été la défensive au lieu de l'offensive, mais là, contre les Jets, c'était une meilleure défensive. Défensive correcte, là, mais avec un meilleur goaler. Puis une offensive éclopée, un peu moins bonne que Toronto. Puis ils sont tellement fait détruire par l'échec avant, puis la défensive du Canadien, que là, en troisième rond, on se pose des questions, mais Colorado, c'est des meilleurs, vraiment meilleurs que Toronto, à tous les niveaux. Puis Vegas, c'est complètement meilleur que sur papier, là, que le Canadien, mettons, puis que les Jets. Là. Je trouve que les Las Vegas, je trouve que les Golden Knights ressemblent beaucoup aux Canadiens en termes de structure, mettons. Il y a pas de... Il y a des vedettes, là, mais il n'y a pas d'incroyables comme Matthews puis Marner. Mettons, Stone, c'est vraiment bon, là, mais c'est complètement un autre genre de vedette. Mais c'est vraiment monté comme une équipe, comme une structure avec un bon goaler qui est vraiment ça coche. Puis Colorado qui est juste... Des vedettes incroyables partout. Là. Puis, ils n'ont pas de goaler nécessairement, mais Grubauer est tellement sous-estimé. Je le sous-estime beaucoup. J'ai pas regardé beaucoup de Colorado cette année, mais tu l'as regardé depuis quelques saisons. Il est bon en astiche. Ouais, ben, il est nominé pour le Vézina. Je veux dire, c'est pas un pingouin, là. Mais. Non, en effet, c'est pas Jerry. Ouais, ben, là. Cette expression-là au hockey, en parlant d'un gardien de but, prend tout son sens, être un pingouin. Je venais juste d'ouvrir mon micro pour faire le gag, mais finalement, l'autre père de la discussion s'en est chargé. Mais... Au moins, là, on n'est pas 3 paires encore. J'espère que c'est pas pour bientôt. Mais... Ah, tu le sais pas. C'est l'insulte favorite à mon père, en plus. La tige de pingouin. Tout le temps, il dit tout le temps ça. Mais pour un gardien de but, je trouve qu'elle est vraiment bien placée dans la LNH. Mais aussi, je m'en allais avec ça, moi, avant qu'on parte sur nos niaiseries de père. Ah oui, moi, je pense on parlait de Grubauer. Ouais, mais c'est ça. Mais j'allais plus aller vers le sens où
honnêtement, contre l'Avalanche, j'aurais beaucoup de difficultés à y croire. Là. Je veux dire, encore une fois, si t'es lucide, je veux dire, c'est beau d'y croire, c'est beau d'être un fan puis d'y croire. Puis même moi, honnêtement, j'ai envie d'y croire, mais contre l'Avalanche, Mais contre les Golden Knights, justement, une équipe qui est un peu bâtie comme le CH, oui, des avantages, oui, ils sont meilleurs. Mais on dirait que contre les Golden Knights, j'y croirais. Fait que j'espère, j'aimerais beaucoup affronter l'Avalanche là, pour plusieurs raisons. Voir les gars qu'on aime tant voir, des machines highlights, les anciens nordiques. Mais je pense que le CH a quand même des chances légitimes de gagner contre les Golden Knights. Mais contre l'Avalanche, honnêtement, je vois pas comment ça peut arriver. Mais bref, dans tous les cas, puis moi, en plus, j'aime pas ça, regarder les Golden Knights, je les aime pas. Mais fait que j'aimerais mieux pogner l'Avalanche. Mais ouais, c'est quoi ce passe-face-là, Pascal? Je les aime pas, les Golden Knights. Eux autres, ils arrivent dans la ligue, puis ils pensent que c'est les boss, puis exemptés du repêchage de Seattle. Puis moi, c'est pas de leur faute, mais moi... Dis le gars qui prend pour Seattle, qui vont repêcher dans les mêmes consignes, les mêmes règles que Golden Knights. Ça prendrait un peu de cohérence dans tes croyances, mon Max. En 2017, d'après moi, en 2017, c'était ton équipe préférée, les Golden Knights. Oui. C'est ça. Maxime et la constance. On va prendre une gorgée. Mais pour vrai, moi... Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, moi, j'ai pas de... On dirait que j'ai... Dans les deux cas, ça va être des bons match-ups, je pense. J'avais la discussion avec un ami, justement, aujourd'hui. Là, Bragg. Ce serait qui, mettons, Ouais, Bragg, j'ai des amis. Ouais, c'est ça, t'as des amis. Ouais, c'est ça, dans le fond. Je m'en allais où avec ça avant de me faire trasher? Ben, tu parlais avec tes amis, là. Ouais, c'est ça, j'ai des amis. Ouais, on se demandait c'était quel affrontement on préférait voir pour la demi-finale qui impliquait le Canadien. J'avais de la misère à répondre, honnêtement, parce que moi, l'Avalanche, tu sais, c'est bourré de talent, là, l'Avalanche. Mais je pense que pour l'équipe overall, je pense que les Golden Knights pourraient être plus durs à traverser. Puis c'est vraiment juste un feeling, parce que j'ai l'impression que si tu neutralises le premier trio des Golden Knights, tu vas avoir de la misère avec le deuxième. Si t'es capable de faire ça, t'es bon en maudit. Parce que l'affaire, c'est que l'Avalanche, là, ils me font pas penser à Toronto, là, mais en termes de talent élite, ça ressemble pas mal. On le disait tantôt, les Golden Knights, c'est un tout. Puis c'est vraiment pour ça là, que j'ai l'impression que le Canadien aurait peut-être de la misère de justement être confronté à une équipe qui leur ressemble beaucoup dans le style. Je pense que ça pourrait faire un clash versus un style qui ont déjà été capables de neutraliser dans les dernières séries. Fait que, Fleury a pas tout... Je sais pas. Fleury a pas tout le temps été bon contre les Canadiens, donc je sais pas si il va gauler sa tête, mais s'il va laisser passer quelques crotons. Mais depuis qu'il est avec Vegas, sérieux, on peut rien dire contre ce gars-là. Mais encore là, est-ce que Fleury va gauler? Peut-être que M. de Bauer va dire hey, là, contre une équipe de ta province natale, je pense que ce serait mieux pour la pression de mettre Leonard devant le filet. Là. Mais dans tous les cas, on va avoir des belles histoires, honnêtement. Tu sais, avec l'Avalanche, comme tu dis, c'est une formation qui est plaisante à regarder. Il y a beaucoup de talent. Évidemment, on va espérer, j'espère que le reverse retro va être utilisé, mais je pense qu'au niveau des règlements de la Ligue, ouais, c'est ça. Faut que tu choisisses ton set de chandail en début de série, puis tu peux pas comme déroger, mais la NHL est tout le temps prête à faire des petites esquives au règlement pour rentabiliser des choses. Ben oui, on le sait marketing, jamais. Ça serait un coup fabuleux, là. Ça serait fabuleux pour la Ligue nationale. Fait que c'est pour ça que je mets pas une croix sur ce scénario-là parce que ça me surprendrait. Je tomberais pas de ma chaise là, si on apprend que le premier match au Centre Bell, l'Avalanche porte le gilet des Nordiques. Là, fait que, puis sinon, de l'autre côté, c'est quand même une série qui va impliquer l'ancien capitaine du Canadien de Montréal, avec Max Pacioretty. Nick Suzuki qui va vouloir un peu prouver à sa formation que n'aurait peut-être pas dû me laisser partir, les chums. Puis Thomas Tatar moi, c'est regarder ça des gradins puis prendre pour le Canadien. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, lui, on ne le reverra pas, là, je penserais pas. Là. Sincèrement,
c'est quand même, c'est le fun que tu nous amènes là, Max. C'est quand même impressionnant de voir que autant Evans, autant Lekonen, le trio de Dano a été sensationnel depuis plusieurs matchs. Puis ça, même si c'était Evans ou Lekonen. Fait que tu sais, pour moi, là, Tatar, c'est terminé. Là. C'est bye-bye. Tatar, il ne sera pas signé cet été. Puis je suis encore en beau calice parce que le Canadien n'a pas reçu de choix de première ronde l'année passée. Ouais, ben J'en démordrai pas, les gars. Je le répète à chaque épisode, je pense. Ouais. Je le répète dans des tweets une fois par semaine. Je n'en démordrai jamais que ce gars-là n'a pas quitté à date limite des transactions l'année passée. J'allais le Il dire. pensait, Tu l'as mieux dit que moi. il pensait qu'il allait l'aider à... Ouais, avec tu une petite teinte de haine, là, mais ça... mais tu sais, il pensait qu'elle allait l'aider à aller en série cette année. Fait que je comprends sa décision, mais il a manqué un peu de timing, ben de vision à long terme. Mais bon, bref, c'est fait. On peut même en... En tout cas, il y a Drouin aussi, mais tu sais, ça, c'est complètement autre chose. Tu sais, Tatar, au moins, si il nous aidait en ce moment, là c'est même pas le cas. On est en série, on fait bien en série, puis Tatar, qui est dans nos meilleurs joueurs offensifs, joue même pas. Il va aller à Toronto. Il y a un autre choker en série. Puis l'équipe fonctionne pareil. Là. Oui. Même si c'est un bon moteur offensif, l'équipe fonctionne parein. Jake Evans. Christy qui est bon. Oui, il a 25 ans. Là. C'est un jeune, un vieux jeune vétéran. On ne sait pas trop c'est quoi son statut, là. Mais il est tellement bon, ce joueur-là. Là. Tellement utile pour un top 9. Là. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile droite, à l'aile gauche, puis il va toujours avoir la même performance, puis là, il va toujours être le même joueur. C'est vraiment pas donné à tous les joueurs, ça. Puis dans NCAA, c'était pas ça pendant tout, c'était même pas ça. Oui, il était bon défensif, mais c'était un gars plus vers l'offensive, surtout dans les 2 dernières saisons en NCAA. Puis quand il est arrivé en pro, ils ont complètement changé sa façon de jouer. Puis souvent, les espoirs, quand ça fait ça, tu les revois plus pas, tu les verras pas dans le national de hockey parce qu'ils s'écrasent puis ils sont pas capables. Mais Evans, en changeant du tout au tout, là, ben, il est capable, il acceptait ça puis il est capable de se développer là-dedans puis il devient un rouage quand même assez important. Si je t'avais dit dans 2 ans que le Canadien allait perdre Jake Evans en série puis on allait tout être genre fuck, c'est un très gros joueur pour le Canadien qui joue contre les meilleurs joueurs. Si je t'avais dit ça dans 2 ans, t'aurais dit bah voyons donc, c'est impossible. Puis là, ben, c'est exactement ça qui se passe. Puis c'est tellement le fun pour le développement du Canadien. Enfin, un produit qui a fonctionné à 100%. Il y a Gallagher, pareil, là. Mais Evans, c'est un très bon produit. C'est le premier vrai produit de Bouchard, selon moi. Ouais, peut-être qu'on c'est peut dire le ça. premier vrai, là. Je pense que c'est pas mal lui. Ouais. Fait que, t'as une très belle réussite pour le Canadien, Jake Evans. Puis j'ai hâte de le voir l'année prochaine. Je pense pas qu'il va venir cette année, là. C'est ça le fun, mais c'est qui que tu sors? Ben, on le dira pas, on se fait trasher. Ces réseaux sociaux, c'est rendu un nom. Non, mais je sortirais pas KK pour Evans. Non, mais. Tu sais, je pense que le choix logique, ce serait juste un autre swap entre Lekonen et Evans. Même si Lekonen joue bien. Mais, tu sais, je pense que les deux apportent un peu la même chose. Puis je pense qu'Evans est capable un peu plus d'être offensif sur le premier trio. En fait, je voulais pas décoller, Maxime. On va changer de sujet. Non, mais tu sais, je pense. Non, mais en restant dans le respect, je pense que je peux dire que j'aime mieux ce qu'Evans apporte que Kéké. Fait que si Evans est capable de revenir en santé, moi, j'ai pas de problème à sortir Kéké. En tout respect, il est jeune, il a encore un certain potentiel, c'est correct, mais j'aime pas ce que je vois. Puis j'aime pas ce que j'ai vu en saison, j'aime pas plus ce que je vois en série en ce moment. Puis j'aurais pas de problème à sortir de l'alignement pour rentrer Evans. Puis surtout que sortir Lekonen joue du gros hockey. Tu sais, pourquoi on sortirait pas Kéké à la place de Lekonen? Lekonen donne beaucoup plus que Kéké en ce moment dans les séries. Fait que j'aurais un peu de misère. Kéké marque des buts. Ben, contre Toronto. Contre Toronto, je l'ai trouvé super bon, Kéké. J'ai trouvé qu'il était bon, puis qu'il était impliqué, puis ça allait bien. Mais contre les Jets, ça a été vraiment plus difficile dans son territoire, surtout. Ça a été plus difficile. Ouais. En échec avant, ça demeure un très bon joueur en échec avant. Il a fait beaucoup de revirements le long de la ligne bleue adverse. En fond, c'est là le nerf de la guerre du Canadien. Ils ont complètement arrêté la relance des Jets.
Puis Kéké était bon là-dedans, mais c'est surtout Armia qui était incroyable. Armia. Encore Armia. C'est comme, en 2011, là, j'étais pas un gars qui regardait des matchs comme en ce moment. Je lisais beaucoup sur Internet, puis je regardais les highlights. Puis Armia, c'était un de mes joueurs préférés de ce repêchage-là. Puis quand il a été repêché juste avant le choix du Canadien, j'étais tellement fâché. Mais Buffalo puis Winnipeg l'ont complètement scrappé. Mais les Canadiens l'ont mis sa map. Puis quel joueur de hockey en série, sérieusement. Quand il se décide, là, Christy qui est bon. Je pense qu'on pourrait en parler un peu plus longtemps d'Armia, mais il est bon. On a dit ce qu'on avait à dire. Moi, un gars dont j'aimerais qu'on parle, parce que je suis content parce que quand on a demandé Evans, on remplace qui? Au début des séries, qui tout le monde voulait sortir de l'alignement? Petit Paul. Non. Eric Stahl. Eric Stahl. Eric Stahl. Quel trio! Moi, Quel trio! Je vais brag, là. J'avais calé que j'avais le feeling qu'Eric Stahl allait connaître de grosses séries puis faire oublier aux fans du Canadien sa saison plus rough à Montréal. Puis il est en train de me donner raison pas pire, là. Puis, tu sais, oui, Eric Stahl, mais tu l'as dit, quel trio? Le trio, Corey Perry. Lui, il a connu une bonne saison, puis lui, il a été le fun à voir toute la saison. Ouais. Mais là, j'ai l'impression, je pensais pas qu'il pouvait step up tant plus que ça, rendu à son âge, à son stade. Mais, Colin... le duo Eric Stahl, Corey Perry à Montréal est un duo quasiment aussi excitant que Suzuki Caulfield. Ouais, mais tu sais, mettons, on prend l'année passée, on avait un certain Ilya Kovalchuk que là, après une dizaine de matchs, on s'excitait, on voulait lui donner une prolongation de 3 ans. C'était le gros atout dans la profondeur du Canadien. Puis finalement, il a connu un creux de vague assez important. Là, on a commencé à douter, voir est-ce qu'on le signe, est-ce qu'on le signe pas. Finalement, ils l'ont échangé au Caps. Puis même là encore, c'était comme il va re-signer cet été. Si on a été comme ça avec Kovalchuk l'année passée, ben j'espère donc bien qu'on ait la même attitude cette année avec Perry puis qu'on le signe parce que Perry, c'est un des joueurs qui a été le plus constant dans toute l'équipe cette année. Puis sa progression, elle a juste monté. En série, jusqu'en série présentement. C'est vraiment le joueur qui a été le plus constant de la formation à mes yeux. Avec Edmondson. Ouais, un petit héros obscur, là. Je dirais, tu sais, c'est parce qu'il fait rien d'excellent, mais il fait rien de mal. Il est tellement beige comme défenseur. Oui, il est beige, mais il t'en faut des beiges. Mais c'est correct. Pas des coulacs. C'est ça, ça en prend. Des beiges très pauvres. J'allais faire un solide gag, mais je vais m'en passer pour pas recevoir de menaces. OK. Ouais, je vais le faire quand même, mais j'avertis tout le monde. C'est une blague. On le coupera. Kéké aussi a été très constant. Il a été mauvais toute la saison. C'est ça. Ça, c'est de l'acharnement. Ça sert à rien. Mais moi, je me souviens juste de vous autres au début de la saison qui disiez que Stahl était bon puis qu'avec Buffalo, ça allait fitter. Puis que, en fin de compte, non. Ouais. Mais en série, il est ressorti puis il s'est relevé. Fait que votre take était mauvais. Mais il y a quand même une petite lumière au fond du tunnel. J'étais sûr qu'il était comme « Arc, non, non ». Puis là, ben, quand il était acquis, j'étais comme « Arc, non ». Là, en fin de compte, je suis comme pas arc, puis pas non. Mais tu sais, en série, il est bon. Il s'est relevé, puis il est correct. Mettons, la série contre les Leafs, c'est tellement joué à peu de choses près qu'on peut quasiment se dire, est-ce que sans Stahl, le Canadien serait là aujourd'hui? Tu sais, je veux dire, ça s'est tellement joué à peu de choses près, à peu... Est-ce que sans Eric Stahl, le Canadien est en demi-finale de la LNH aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je trouve que Stahl fait super bien, puis qu'il a super bien fait dans la série face aux Leafs autant que face aux Jets. Fait que pour vrai, je suis pas sûr que le Canadien est là sans Eric Stahl aujourd'hui. Sans Caulfield, sans Evans, sans les jeunes aussi. Sérieux, sans tout le monde. C'est comme tu dis, ça s'est tellement joué à pas grand-chose. T'enlèves un élément, puis probablement qu'il c'est un tout. Mais tu sais... on dit Stahl, on vend beaucoup Stahl depuis tantôt, on vend beaucoup Perry, mais les gars, ils ont été bons en fonction du rôle qu'on leur donne aussi. Ils ont un rôle. Je veux dire, si tu t'attends à ce que Stahl marque à tous les soirs, puis si tu t'attends à ce que Perry domine offensivement, je pense que c'est un peu exagéré là, comme évaluation. Mais ça arrive. Mais dans le rôle qu'on leur donne, ça arrive, puis les gars produisent, mais dans le rôle qu'on leur donne, ils sont excellents. Ils ont la rondelle, puis ils sont en contrôle, ils attendent la petite ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, ils vont tout de même faire progresser le jeu. Puis vous le savez, là, quand on parle de prospect, ce que j'adore d'un joueur, c'est quand il est capable de faire progresser le jeu.
Puis le trio le fait très, très bien. T'sais, pour un 4e trio expérimenté, là, je suis très surpris. J'étais très sceptique au début quand on a composé cette ligne-là. Puis finalement, ça a été un beau mix. Ouais, tu sais, il cycle bien la puck en fond de territoire. Ça épuise les défenseurs adverses. Puis quand ils réussissent à faire ça, souvent, t'as l'autre ligne qui arrive, qui est fraîche, puis qui pogne l'équipe adverse toute fatiguée, puis ça fait un but après. C'est un peu ça le rôle d'un excellent 4e trio aussi, c'est d'embourber ton trio adverse, puis après ça, t'embarques un Suzuki, Caulfield, Toffoli, puis c'est là que tu veux capitaliser, tu sais. Et ça, c'est une job de coaching, c'est une job aussi de vétéran, puis quand tout s'aligne, ben ça donne ce que ça donne ce qu'on a vu dans la série contre les Jets. Puis Perry, la rondelle, il colle dessus, là, je trouve vraiment bon. Armia aussi, là. Mais Perry, c'est au niveau de protéger la puck là, le long des bandes, là, je me rappelle pas d'un joueur qui est aussi bon que ça dans mettons, les 10-15 dernières années chez les Canadiens. Il y avait Kovalev qui était vraiment bon, mais c'était pas le même genre de protection de rondelle, c'était plus avec ses mains. Là. C'était plus en finesse, mettons. Ouais, plus en finesse, mais c'était dur en esti, je dis voilà à la puck. Mais Perry, c'est vraiment puissance, combativité, il y a une bonne part de main là-dedans, parce qu'il y a quand même des bonnes mains, mais c'est plus des mains pour protéger la rondelle et non pas pour te déjouer. Mais en tout cas, quelle belle signature. Sérieusement. Ouais. Puis, tu sais, on parlait tantôt que Tatar, ben, tu sais, à mon avis, il sera pas de retour. Malheureusement, je crois pas que Joe Drouin soit de retour. Je trouve ça triste, mais je pense qu'on se doit d'être réaliste dans ce dossier-là. Je pense pas qu'il revienne avec le Canadien. Mais sinon, moi, pour l'année prochaine, je donne une prolongation de contrat à Perry. Ça, c'est clair, c'est évident. 1 an, 1 million à la limite. Tu lui donnes à coup d'1 an. C'est un gars comme ça, c'est le genre de contrat qu'il va avoir partout dans la ligue. Fait que je le re-signe, mais il faut absolument que Philippe Danault soit signé sur une prolongation de contrat. Puis c'est un scénario qu'en début de saison, si on disait ça, on se faisait un peu ramasser. Parce que Danault marquait pas de but, il y avait de la misère, mais on voit exactement l'utilité d'un Danault dans l'alignement présentement en série. Puis il mérite son salaire. Mais là, ça va être une question de chiffre. Là, parce que moi, je donne pas 6,5 millions à Danault. Non. Danault, il a un prix, puis j'y donne. S'il demande plus, par exemple, on est dans une bonne situation de marde là, présentement. Il faut pas échapper à Armia non plus. Il faut le signer Armia. Il faut signer Armia, Tatar, puis Danault. Danault est numéro 1, Armia numéro 2, Tatar, tu le laisses partir. Puis si tu trades Drouin contre du futur, moi je pense que c'est ça va être ça l'avenue, dans le fond, un choix repêchage puis un prospect ou un défenseur gaucher, mais je pense pas qu'il va être capable d'aller chercher un défenseur gaucher contre Drouin mobile puis tout. J'espère, mais je sais pas s'il va vouloir. Là. Mais je pense qu'il va plus l'utiliser pour se faire de la place, pour pouvoir signer Danault puis Armia. Là. Je pense que ça va être ça qui va arriver. Là. Puis Perry, puis peut-être Stahl. Stahl pourrait être... Tu sais, si le plan du Canadien, c'est de refaire les séries l'année prochaine, se rendre le plus loin possible, pourquoi tu veux pas Stahl puis Perry de retour? Ben c'est ça, parce que qui en ce moment, mettons, à Laval, est prêt à pousser pour avoir un bel impact l'an prochain? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas un gars à Laval que tu peux te dire « Ouais, ça va y nuire de rester une année de plus à Laval. Il doit jouer à l'NH. » Il n'y en a pas. Fait que, justement, tant qu'à ça, ben dans le plan Bergevin, je le dis depuis le début, je l'ai dit toute la saison, le Canadien, à mes yeux, ne devait pas foncer cette année. Mais là, regarde, on est rendu en demi-finale. Ce discours-là, tu peux plus tant le tenir de façon logique. Quoique, je reviens à même si tu te rends en demi-finale, si t'as pas de coupe, ça sert à rien. Mais bref, tout ça pour dire que oui, si tu penses... par contre, je sais pas si je re-signe Stahl et Perry, même si c'est 1 an, parce que oui, là, en ce moment, ils font un beau travail en série. Mais après ça, une autre saison complète de probablement 82 matchs... tu peux couper aussi le nombre de matchs. T'as Paling qui peut venir jouer Veidemo, t'as Evans qui peut jouer n'importe où. T'as Ulonen, mais Ulonen, je pense qu'il va jouer une autre saison en bas. Là. Fait que t'as quand même des options temporaires qui peuvent venir prendre des 20 matchs sur la saison de Perry puis Stahl. Stahl, probablement qu'il reviendra pas, mais Perry, s'il revient une saison, ça me dérange pas pendant tout de signer, sérieusement. Je dis pas que ça me dérangerait, je dis que j'y penserais puis que je pense que c'est un débat à avoir un peu de se demander
Est-ce qu'on va avoir une meilleure équipe comme ça? Est-ce que ça va trop nuire? Ça nuira pas au développement de jeunes parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais est-ce que ça va vraiment nous rendre une meilleure équipe? Probablement. Mais en même temps, si tu es à re-signer ces gars-là, parce qu'on va se rappeler que le but au bout d'une saison, c'est d'avoir une coupe. Là. C'est pas de faire les séries. Si tu signes ces gars-là, est-ce que ça vient pas un peu te montrer que je suis pas sûr que ton équipe est en prête pour les séries? Perry, je suis le premier, vous le savez, à toujours défendre Stall, à toujours défendre Perry. Mais l'an prochain, ça va peut-être être une autre game un petit peu, là, je veux dire. Bref, c'est un débat à avoir. Puis tu sais, si tu signes Perry puis tu lui dis, regarde, tu vas peut-être jouer la moitié des matchs, on peut pas te garantir que tu vas avoir une place en série, il va falloir que tu la mérites. Est-ce qu'il va vouloir aller ailleurs? Est-ce qu'il va vouloir signer quand même? Je pense que, tu sais, aujourd'hui, je dirais que j'étale pas d'opinion. Je fais juste dire que je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on leur donne une prolongation d'1 an, 1 million, sans se poser de questions? Ah ouais, ils ont été bons cette année, ils vont être bons l'an prochain aussi, ils vont nous aider l'an prochain aussi. Je pense que c'est à voir. Ça se défend, mais correct. Moi, personnellement, je crois pas que Stall se doit d'être re-signé. Parce que je regarde la ligne de centre présentement du Canadien, puis on a Suzuki, Dano, que je veux que le Canadien re-signe. On a Keke, on a Evans qui peut jouer à l'aile. Je suis vraiment pas contre le fait d'amener Poehling dans l'alignement de l'année prochaine. Donc, pour moi, Stall, c'est un non. Perry, c'est un must. Puis, on parlait de Drouin tantôt. J'ai une petite question pour vous autres, les gars. Aujourd'hui, il y a eu une information là, que les Kings allaient être agressifs pour aller chercher deux joueurs top 6. Ils chercheraient 2 joueurs top 6. Eux autres, dans le fond, c'est clair que Drew Doughty, il a mentionné que le reset, c'est bien beau, mais je veux gagner. Puis, tu sais, lui et Kopitar sont encore là. Puis les gars veulent gagner. Là, ils sont dans pas mal leur fin là, de cycle. Fait qu'ils veulent gagner. Fait que les Kings veulent aller chercher des bons joueurs. Pascal, on en a parlé en privé là, sur le chat de TSLH, de peut-être la possibilité de voir Drouin partir pour les Kings. Encore là, c'est de la spéculation puis tout ça. Mais on parlait de défenseur gaucher, puis je suis curieux de vous entendre. Est-ce que vous croyez que le Canadien pourrait aller chercher un défenseur gaucher de 26 ans nommé Olli Mata, qui est sous contrat pour la prochaine saison seulement, puis il devient joueur autonome par après, avec un bon espoir, mettons, dans le trade. À voir comment vous riez, je pense que c'est un non. Non, mais c'est juste que Mata, c'est un gars que j'ai quand même apprécié au fil des années. J'avais envie d'y croire, puis quand il était avec les Hawks. Puis... Mais si ta solution à gauche s'appelle Olli Mata aujourd'hui en 2021, je pense pas que tu vas gagner la coupe. C'est juste ça mon point. Ses blessures aux jambes, je pense qu'il y a eu une blessure grave, assez grave au genou. Ça l'a tellement ralenti au niveau de la mobilité. Je suis pas sûr qu'il serait un élément bon pour, mettons, le top 4. Le top 6, j'aurais pas de problème à mettre à gauche sur la troisième ligne. Mais contre Drouin, tu veux quelque chose d'un peu mieux, mettons. C'est ça. Tu sais, mettons... Mais la valeur de Drouin, je m'attends pas à ce qu'elle soit. Ben oui, mais Mata, c'est une valeur. C'est pas de valeur, Mata. Là. Ah, mais t'as un peu, là. Mata, c'est un dump, là. Ouais. Je veux dire, il va avoir un bon espoir qui va venir avec. Ouais, ben c'est ça, je sais. C'est pas la pièce maîtresse du trade, là. OK, dans ce sens-là, si je fais le deal sans Mata, je suis prêt à le faire avec Mata aussi. C'est ce que je veux dire ça. Pourquoi? On peut l'essayer. Si tu m'offres le deal avec ou sans Mata, ben je prendrais Mata pour essayer. Parce qu'on sait jamais quel genre de belle histoire peut s'écrire. Parce que, je l'ai dit, il y a 2-3 ans, puis même pas plus tard qu'il y a 1 an, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Là. Mais là, je veux dire, il y a plus 20 ans non plus, le gars. Là. Il doit... Non, c'est ça. C'est plus le genre de gars qui a un gros potentiel de devenir quelque chose de solide. Si tu me donnes LJ Grants avec Mata, je suis prêt, oui. Hey, j'aime beaucoup LJ Grants, mais je serais pas prêt à donner Drouin pour LJ Grants. Attends, je sais bien. Mais rendu là,
Tu recotes? Tu recotes, tu le gardes chez vous, mon homme. C'est certain Jordan Spence. Je fais juste nommer des joueurs que je sais qu'ils aiment. Fait que... Mais tu sais, je pense que les moves par rapport à la décision de Drouin va vraiment être basé sur le repêchage d'expansion. Là, ouais. On va dresser la liste des joueurs, puis après ça, ben, tout dépendamment qui le Kraken va venir chercher dans l'alignement, là, on va peut-être justement, à moins qu'on en... Ben, je pense pas qu'on envoie Drouin au Kraken contre rien. Je pense que si Drouin a à partir, c'est dans une transaction. Sinon, ce serait épouvantable. Fait que, ce scénario-là, je pense pas que ça arrive. Mais tu sais, mettons là, que le Canadien perd un gars comme Chirot au repêchage d'expansion. Là, t'es foutu. Tu n'as pas le choix d'aller chercher un défenseur gaucher qui va jouer actuellement dans ta rotation défensive. Ben, Romanov. Contre Drouin. T'sais. Goulet? Ben, non, mais... Romanov... T'as Romanov, Kulak, Merrill. Mais c'est parce que là, j'en parlerai... je vais en parler de Romanov. C'est juste que là, je veux pas commencer à ce que les gens tombent dans le même pattern qu'avec Kéké puis disent que je suis un hater, mais... Tu sais, Romanov, j'ai jamais trop compris tant que ça le genre de hate de il joue pas puis il devrait jouer en série. Je veux dire, j'ai pas regardé, je vais être bien honnête, j'ai pas regardé tous les matchs du Canadien à partir de la mi-saison. J'en ai quand même regardé plusieurs. Puis dans les matchs que j'ai regardés, honnêtement, Romanov, qui est un joueur que j'apprécie pour vrai, je suis très sincère, plus que j'apprécie Kéké. J'apprécie Romanov. Puis Romanov m'a vraiment pas impressionné en fin de saison. Je trouvais ça difficile. Disons que j'avais pas de difficulté à comprendre la décision de l'organisation de pas le faire jouer en série. Puis là, les rumeurs que c'est des questions d'attitude, fuck off, là, je m'en fous si c'est ça, je m'en fous si c'est pas ça. Moi, je parle de ce Moi, je parle de ce que je vois sur la glace, puis ce que je voyais sur la glace en fin de saison. Je suis désolé, mais Romanov donnait pas une meilleure chance aux Canadiens de gagner en série. Puis en série, tu veux gagner, tu veux pas faire jouer le kid. Là. Fait que, tu sais, tout le monde mettait Romanov avant Gustafsson, avant Merrill. Tu sais, j'embarquerai pas dans ce débat-là. Je fais juste dire que on se concentre sur Romanov. Là, on regarde que Romanov et je comprends que t'as peut-être pas envie de faire jouer ce gars-là en série. Il y avait des shifts un peu trop longs, des mauvaises décisions. Tu sais, oui, c'est beau être physique, mais tu sais, le dernier match, il y a eu un moment qu'il a essayé la grosse mise en échec en plein milieu de la patinoire, puis il a réussi, mais ça a fait un 2 contre 1. Fait que, tu sais, c'est ce genre d'affaire-là, d'après moi, que Ducharme, puis les autres défenseurs aiment pas. Mais je suis content. J'allais exactement amener ça. Le fait que tu te dis... Puis là, il l'a fait au dernier match, il l'a essayé dans la saison. C'est arrivé plus qu'une fois, ce genre de situation-là. C'est exactement le genre de situation qui doit pas te coûter un but en série. Face aux Leafs, on l'a dit, face aux Leafs, tout se jouait au but près, là. Tout le temps, toute la série. Est-ce que tu veux que qu'Alexander Romanov, qui essaie une grosse mise en échec à place de jouer le jeu hockey, te coûte le but qui va t'éliminer? Posez-vous la question. Est-ce que, je dis pas que ce serait arrivé, je dis que ça aurait très bien pu arriver. Fait que, tu sais, je pense que faut arrêter de capoter. Est-ce que ça se peut que le kid était pas tout à fait prêt à jouer en série? Ben, c'est exactement ça. D'après moi, c'est un cheminement. Le développement de Romanov, c'est un cheminement. Il va se faire, ça s'est pas fait en une saison. Tu sais, il a joué tous les matchs ou 54 matchs, que je me rappelle plus le nombre de matchs. Il a joué quasiment tous les matchs en saison régulière dans une saison complètement différente de ce qu'on voit d'habitude. Dans un calendrier condensé, qui ont changé de système en plein milieu, puis de coach qui changeait de compagnon de trio, de duo tout le temps. Fait que c'est sûr, ça a été difficile pour lui. Fait que de pas jouer en série, c'est pas une défaite, c'est pas un désaveu envers lui, c'est un processus. Donc, tu sais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis j'étais fâché au début, mais quand ils ont mis ça clair que il allait avec les vétérans, puis qu'on y va pour la victoire, puis on pense que c'est plus les vétérans qui vont être capables de nous amener vers là, ben j'ai compris. Puis on l'a vu, tu sais, Gustafsson, c'est très bon depuis qu'il oui, il y a eu des petites erreurs, là, mais il est très bon depuis qu'il est rentré dans l'argument, puis je suis vraiment content qu'il soit là. Merrill, ben, je suis pas un fan. Ils ont dit qu'il n'a jamais appris à gagner, qu'il joue à Détroit, puis tout, mais bon. Là, en ce moment, le Romanov est à rentrer, on a revu des petites erreurs, mais ça a quand même bien été. Tu voyais que qu'il se calmait, puis c'était correct. Il a essayé une fois, puis ça n'a pas fonctionné, puis après ça, on l'a pas mal moins vu. Fait que, tu sais,
c'est un processus. Like Petrie qui va revenir, c'est lui qui va être tassé, puis c'est correct. Romanov, en fait, j'ai comme l'impression que c'est dans son jeu, il y a peut-être un manque de maturité. Son jeu est immature. Tu sais, pas le joueur en soi, mais son jeu manque peut-être de maturité. Tout à fait. Dans sa prise de décision. Puis en série, tu l'as très bien exposé, Max. Tu peux pas te permettre ça. Surtout quand tu as une belle profondeur en défensive. On parlait de Gustafsson, j'ai été quand même dur avec avant son insertion dans l'alignement. Finalement, c'est comme toute chose qu'on dit dans le podcast, l'inverse arrive. C'est correct. Mais j'aimerais ça vous lire une petite quote de Luc Gélina sur Twitter. J'étais quand même content de lire ça parce que il s'est pas caché, là, il s'est mouillé par rapport à Romanov. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que Romanov allait foutre son camp en KHL, de la façon qu'on le traite. Puis, je me permets une parenthèse, là. Sérieusement, si ce jeune-là est scrappé parce qu'on ne l'a pas utilisé en série cette année, c'est pas fort entre les oreilles. Non, c'est ça, c'est pas fort entre les oreilles. Ben, c'est que la réponse à Luc Gélina va vraiment dans ce sens-là, puis j'ai vraiment aimé ça. Là. Il a répondu au monsieur que c'est un nom d'utilisateur inconnu, là. Mais tu sais, Gélina, il dit « Si un jeune de 21 ans, aussi prometteur soit-il, n'est pas capable de faire passer les intérêts du club en premier, qu'il y aille en KHL. Romanov a une passe à ses 36 derniers matchs, étire ses présences et multiplie les revirements. Ce n'est pas sa présence qui va tout changer en série. » Il a résumé exactement ce pourquoi Romanov n'est pas utilisé présentement. C'est pas parce qu'il est pas bon. Au contraire, c'est un work in progress comme n'importe quel jeune. C'est juste que dans son jeu, il manque peut-être un petit peu de maturité. Puis dans des matchs que le but peut coûter la série, tu veux pas Romanov là. Puis, c'est plate. C'est très plate, mais c'est ça. Il manque du timing en ce moment, ce jeune-là. Tu sais, pour un joueur mobile puis physique comme lui, le timing, c'est très important. Si, mettons, je vous parle de Niklas Kronwall, le timing, c'était inné en lui. Inné pour les grosses mises en échec, pour les relances, pour les montées dans le porte-pièce. Mais ça, il l'a pas encore, ça, Romanov. Puis s'il l'a, éventuellement, la prochaine saison ou l'autre, ben ça va donner tout qu'un défenseur. Mais il faut qu'il l'acquiert, ça. C'est pas encore inné chez lui de faire ça. Puis c'est difficile en maudit à acquérir dans une saison comme on vient de passer. Ça va peut-être mieux aller l'année prochaine. J'espère que ça va mieux aller l'année prochaine puis qu'il n'y aura pas une régression l'année prochaine. Mais tout porte à croire que non. Mais j'accepte vraiment bien à cette heure comment que je comprends le Canadien puis qu'il y en a 2 séries victorieuses. Je comprends le traitement que Romanov a. Puis il faut l'accepter, il faut arrêter de penser que c'est des caves là, qui font ça. Je pense qu'ils ont prouvé que les partisans, des fois, sont pas mal plus caves qu'eux autres. Fait que faut l'accepter, ça. Je suis pas mal plus cave que Ducharme et Bergerin. Ça ne me dérange pas de le dire. Ça me dérange vraiment pas. Ils l'ont prouvé souvent. Fait que c'est correct. On parle de Bergevin, là, sa réaction après le match contre les Jets voulait tout dire. Hein? La petite accolade avec Caulfield. On l'a vu aller frotter le cou à Carey Price quand ils ont éliminé les Leafs. Je pense que c'est un comportement. Je pense que c'est un comportement d'un DG qui sait qu'il va être de retour l'année prochaine, mettons. Ben, oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y aura de retour. Là. Puis ça fait du bien de voir ça. T'sais, pour n'importe qui suit le hockey sporadiquement, de voir ça, c'est quand même le fun de voir le DG qui est dedans puis qui joue d'équipe un peu, qui va voir les joueurs qui leur sautent dessus. T'as le jeune qui mesure 4 pieds 2 qui saute dans les bras. C'est drôle de voir ça. Puis l'enthousiasme de Caulfield puis des jeunes, puis de Bergevin, c'est le fun à voir. Ah, le petit Caulfield, il est rafraîchissant, pas à peu près. Tu l'as scouté toute la saison. T'es content d'avoir vu son évolution. C'est ton bébé. Ouais, c'est ton petit bébé. Ouais, mais Pascal, j'exigeais qu'on l'envoie dans la Ligue américaine à son arrivée dans le professionnel. Fait que dans le fond, je ne suis qu'un hater de Caulfield. Puis probablement que je vais me faire taguer bientôt. Hein? Tu le voyais dans la Ligue américaine? Check-le, allez, là. Mais, moi aussi, je le voyais dans la Ligue américaine, mais il n'y a personne qui me tague sur Twitter. Fait qu'il y a un des auditeurs, allez me taguer, puis faites-moi chier sur Twitter. Là. Ça arrive jamais. Je sais pas ce que je fais, là. Ça arrive jamais. Je sais que tu vas te faire un burner account, Max, puis tu vas aller me taguer pour
va chialer Non, sur je Twitter. suis trop lâche pour me faire un burner pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Mais c'est ça. reste que la progression de Caulfield, tu sais, est assez constante depuis son arrivée. Puis moi, je continue à croire que le fait de l'avoir amené à Laval, tu sais, quand tu arrives en voyage, là, hey, je vais vous faire une méchante analogie, là. Quand tu arrives en voyage, mettons, là, puis que t'as tellement hâte d'aller voir, mettons, Disneyland, puis là, hey, t'arrives à l'hôtel, tu défais même pas tes valises, puis tu t'en vas, puis là, hey, tu veux voir tout, tu veux tout visiter, tu veux tout faire trop vite, ben ça se peut que t'aies oublié le plan à l'hôtel, puis que tu te ramasses avec une visite de marde, puis qu'il y ait plein d'affaires qui se passent pas bien. Tandis que là, si je ramène ça à Caulfield, il est arrivé avec le Rocket, on lui a dit, dépose tes valises, range ton linge, apprends le système, apprends les boys, apprends l'ambiance. On va t'amener avec le Canadien, on va faire la même chose. On prend ton temps. Puis quand tu vas embarquer, par exemple, tu sortiras plus. Puis c'est ça que Caulfield fait présentement. Exactement. Puis on ne peut juste l'apprécier. Puis ce serait facile de dire, ben, regardez comment il joue. On aurait dû l'amener dès le début. Non, moi je dis, on a bien fait de l'amener comme ça. C'est parce qu'on l'a amené comme ça qu'il joue bien présentement. 100% Puis c'est d'accord. même pas pour dire, c'est même pas pour dire genre, hey, j'avais raison, tu sais, c'est pour ça qu'il est. Tu sais, moi, je trouve que les choses ont été bien faites. Je trouve que l'année passée, le Canadien ont fait les bonnes choses avec Romanov, de l'amener dans l'équipe, de se faire apprendre, tout ça. Malheureusement, il est arrivé des choses dans son développement cette année qui fait qu'il n'a pas pu s'insérer en série. Mais ils ont fait la même affaire pour Caulfield puis Romanov, puis ça a profité. Chapeau à l'organisation. On est souvent sévère au niveau de développement. Mais les bonnes choses, il faut les souligner aussi. Là. Exact. Entièrement d'accord avec toi, j'ai vraiment rien à ajouter. C'est ça qu'ils auraient dû faire, c'est ça qu'ils ont fait, puis ça fonctionne. Puis on peut pas le sortir de l'alignement. Caulfield, il est là pour rester C'est terminé. à jamais. C'est terminé. Il va à jamais. Il va mourir sur la glace. Touche du bois, mon esti. Touche du bois. Ouais. Dubois. Parlant de Dubois, quelle déception en série. C'est pas ça que je dis, mais c'est correct. Ah oui, quel joueur, quelle performance de marde de Dubois. Il était aigri, triste. Je le sentais aigri. Surtout dans le 4e match, mais je le sentais complètement sorti de sa game. C'est juste vraiment plate parce que je suis un gars qui aime beaucoup Dubois puis qui voit vraiment quelque chose de beau dans Pierre-Luc Dubois. C'est surtout avec les séries qu'il avait connues dans Bulle à Toronto l'année passée. Je trouve ça vraiment décevant ce que je vois là. C'est pas Pierre-Luc Dubois, ça. Pourquoi il a été aussi bon dans les séries l'année passée à Toronto, puis là, c'est flat. Je comprends pas. Saison à oublier pour lui. En fait, je pense que c'est ça. Ouais. Fait que tout ce qui est passé à Columbus, c'est pas le coach. Il y a sûrement eu je pense pas que tout le négatif est du bord à Tortorella. D'après moi, le joueur, il y a vraiment quelque chose à se reprocher. Là. Complètement une saison à oublier pour lui. À mettre ça dans la poubelle, pas dans la poubelle, dans la case expérience. Puis à reniptoyer pour la prochaine saison. Il y a des vétérans dans l'équipe. Là, j'espère qu'ils vont un bon petit meeting avec lui. Même chose pour Patrick Laine aussi. Là, la saison a été assez haute en émotion pour ces deux joueurs-là. Fait que je pense qu'on n'a pas eu vraiment un bel aperçu de cette transaction-là. Dubois, ça serait facile de dire que le Canadien l'a comme coincé puis l'a bien géré. Mais même dans la série contre les Oilers, on le voyait presque pas. Puis sa formation a gagné 4-0 la série. Fait que c'est quand même assez décevant. Mais tu sais, faut pas abandonner non plus. Là. Faut juste rappeler, Carl Connor a été dangereux, mais Nikolai Ehlers aussi, mais on les a pas tant vus non plus là, contre le Canadien. Là. Fait que il n'y a pas juste Dubois qui a eu de la misère, mais c'est sûr que c'est tout un contraste avec ses performances l'année passée. Puis tu sais, Laine, ça va être de s'orniper aussi. Mais il y a trop de talent pour que ce soit Roslovic qui soit le meilleur joueur de ce trade-là. Ça n'a pas de bon sens. Il est bon, Roslovic, je l'adore, là, mais c'est pas lui le meilleur joueur des trois. Là, je comprends pas. En tout cas. Non, c'est ça. Il va falloir que ça change la prochaine saison. Exact. Les boys, on va se quitter là-dessus.
si ça vous va. On va juste rappeler à ceux qui nous écoutent, dans le fond, de s'abonner au podcast parce que je regarde le calendrier présentement, puis notre prochain épisode va tomber dans la semaine du 20 juin. Puis cette semaine-là, il va y avoir de quoi de gros qui va se passer. Là. Ça va être cool. Brag. Olé, On a commencé olé, olé, olé. Ouais, c'est ça. Il va y avoir de quoi de cool qui va se passer. Le Canadien va éliminer l'Avalanche en Non, 4. c'est ça. Hey, si ça arrive, Non, mais si le Canadien si le Canadien va en finale, je me fais tatouer un logo du Canadien. He did it again. S'il se rend en finale ou bien s'il gagne. S'ils se rendent en finale. Ok. Oh! Ok, Ben là, ça se peut pareil. OK, ben c'est enregistré. Faut rendre ça. Tout le monde est Faut témoin. rendre ça réaliste quand même. Puis si ça arrive, les fans vont m'en devoir une parce que je vais avoir jinxé positivement que ça arrive. Fait que On a des fans qui nous écoutent en Suède puis en Suisse. Fait que il y a beaucoup de monde qui vont t'avoir entendu. Ouais. On les salue d'ailleurs, effectivement, d'un chart Apple, des fois, on sort d'un classement genre en Belgique puis en Suisse. Puis, On est en tout cas, c'est le 5e fun en Suisse. de voir que. Ouais, c'est ça. C'est le fun de voir qu'on se promène un peu. Mais la nouvelle qu'on a annoncée dans la semaine du 20, ce sera pas le tatouage de Max. Malheureusement, ça va être autre chose. On peut pas vous en dire plus pour l'instant. Mais restez juste à l'affût sur le site de toutsurlehockey.com. Il y a beaucoup de nouveaux qui s'en viennent d'ici le repêchage. Puis on vous rappelle aussi qu'au repêchage, on va être live sur YouTube, Twitter et Facebook également. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter, @commercial tout sur le hockey. C'est sûr que vous allez nous trouver avec un T majuscule. Facebook également, allez vous abonner à notre page. Puis on va se donner rendez-vous dans la semaine du 20 pour la belle annonce qu'on vous réserve concernant TSLH.